Bonjour et bienvenue. Quand on parle du Viagra, on a tous la même image en tête, n'est-ce pas? Et pourtant, l'histoire de cette petite pilule bleue est l'une des plus grandes surprises de la médecine moderne. Figurez-vous qu'elle ne commence pas du tout là où on l'imagine, mais dans le service de cardiologie d'un hôpital. Alors accrochez-vous, parce que son histoire, c'est une véritable épopée scientifique et culturelle absolument fascinante. Voilà la question qui est au centre de tout. Comment est-ce qu'une molécule, qui a été développée pour un objectif bien précis, a pu, par le plus pur des hasards, déclencher une révolution sociale et médicale? C'est le récit d'une découverte totalement fortuite, on pourrait dire un accident de parcours, qui a changé la vie de millions de gens et rapporté des milliards. Alors, pour bien comprendre cette histoire, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on va poser les bases, la science, le terrain qui a été préparé par des pionniers. Ensuite, on arrive au cœur du sujet, la découverte accidentelle. Puis, on va plonger dans la mécanique pour voir comment ça marche, exactement. Après ça, on verra l'explosion commerciale, comment un échec de laboratoire est devenu un succès planétaire. Et pour finir, on explorera les autres vies, un peu secrètes, du sildenafil, bien au-delà de sa célébrité. C'est parti. On commence donc par les fondations. Bien avant que le nom Viagra n'existe, des scientifiques se cassaient la tête sur un puzzle fondamental. Comprendre comment notre corps régule la pression sanguine. Et c'est dans ce contexte de recherche sur le cœur que, sans même le savoir, ils ont posé la toute première pierre de cette future révolution. Tout démarre ici. En 1979, un chercheur, Robert Furchgott, découvre l'existence d'une substance un peu mystérieuse qu'il va appeler EDRF. Pour faire simple, imaginez que nos vaisseaux sanguins sont des tuyaux souples. Eh bien, cette substance, qui est produite par la paroi interne de ces tuyaux, leur envoie un ordre. Détendez-vous, élargissez-vous pour laisser passer plus de sang. C'était une découverte absolument majeure. Et puis 7 ans plus tard, en 1986, le mystère est levé. On identifie enfin ce messager chimique. C'est du monoxyde d'azote, qu'on note NO. Une molécule toute simple, mais qui agit en fait comme un interrupteur pour la vasodilatation. C'était tellement fondamental que Furchgott et ses collègues ont reçu le prix Nobel de médecine pour ça en 1998. Retenez bien cette molécule, le NO, car c'est la clé qui, bien plus tard, permettra au sildenafil d'exister. Et c'est là que l'histoire prend un virage à 180 degrés. Les laboratoires Pfizer entrent en scène, avec une mission très claire en tête. Sauf que ce qu'ils vont trouver n'a, mais alors absolument rien à voir avec ce qu'ils cherchaient. On est au début des années 90, dans un labo de Pfizer au Royaume-Uni. Là, des chimistes développent une nouvelle molécule. Son nom de code, UK 92480. L'objectif est hyper précis. Traiter l'angine de poitrine. C'est cette douleur dans la poitrine qui arrive quand le cœur ne reçoit pas assez de sang. L'idée était donc simple. Utiliser cette molécule comme un vasodilatateur pour élargir les artères du cœur et améliorer la circulation. Logique. Les essais cliniques de phase 1 sur des volontaires humains commencent. Mais très vite, c'est la douche froide. Les résultats sont vraiment décevants. La molécule UK 92480 a un effet bien trop faible sur l'angine de poitrine. Le projet sur le point d'être classé sans suite, un échec. On imagine sans peine la frustration des équipes de recherche qui avaient mis des années là-dessus. Et c'est là que tout bascule. Alors que le projet est sur une voie de garage, les infirmiers qui suivent les essais remarquent un truc bizarre. Les volontaires masculins rapportent un effet secondaire, un effet qui n'a rien à voir avec le cœur. De manière très insistante, ils décrivent des érections. Et ce n'est pas juste anecdotique, non, c'est un effet puissant, systématique. À ce moment précis, l'équipe de Pfizer réalise qu'elle a peut-être raté sa cible initiale, mais qu'elle vient, par accident, de tomber sur quelque chose de potentiellement gigantesque. Ce phénomène porte un nom, la sérendipité. C'est l'art de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. L'histoire des sciences en est remplie, La pénicilline de Fleming, le four à micro-ondes. Et le Viagra en est devenu l'un des exemples les plus célèbres du XXe siècle. Pfizer décide alors de réorienter complètement ses recherches. Fini l'angine de poitrine, place à cette nouvelle indication, la dysfonction érectile. Un sujet pour lequel, à l'époque, il n'existait aucun traitement oral efficace. D'accord, on a l'histoire, c'est génial, mais maintenant la question c'est comment ça marche au juste? Pourquoi une molécule pensée pour le cœur a cet effet si particulier? Allez, on plonge dans la mécanique biologique pour y voir plus clair. Le point le plus important à comprendre, c'est que le sildenafil, ce n'est pas un interrupteur magique. Il ne fait qu'amplifier un processus qui est déjà naturel. Voyons ça étape par étape. Étape 1, la stimulation. Tout part d'une stimulation sexuelle. Ça libère localement notre fameux monoxyde d'azote, le NO. Étape 2, l'activation. Ce NO, il agit comme un messager qui va déclencher la production d'une autre molécule, le GMPC. C'est lui, le GMPC, le vrai chef d'orchestre. Étape 3, la relaxation. C'est ce GMPC qui donne l'ordre aux muscles des vaisseaux sanguins de se relaxer. Du coup, ils s'élargissent et le sang peut affluer en masse. Et enfin, étape 4, le blocage. C'est là que le sildenafil entre en jeu.
Normalement, notre corps a une sorte de gardien, une enzyme appelée PDE5. Son boulot, c'est de détruire le GMPC pour que tout revienne à la normale. Eh bien, le sildenafil, lui, il bloque ce gardien. En gros, il l'empêche de faire son travail. Résultat, le GMPC reste actif bien plus longtemps et l'afflux de sang est maintenu. C'est un peu comme si on bloquait le mécanisme qui ferme un robinet pour qu'il continue de couler. Et voilà, c'est pour ça que le nom scientifique de cette classe de médicaments est inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 ou inhibiteur de la PDS5. C'est tout simplement la description de son job. Il inhibe l'enzyme PDS5, notre gardien. Et son effet principal, au fond, ça reste le même que celui qu'on cherchait au départ. C'est un vasodilatateur. Il dilate les vaisseaux sanguins. Sauf que le mécanisme qui était visé pour le cœur s'est avéré bien plus efficace dans une autre partie du corps. Une fois que le mécanisme a été bien compris et que l'efficacité a été prouvée dans de nouveaux essais cliniques, Pfizer a méticuleusement orchestré la transformation de cette découverte accidentelle en un succès commercial absolument sans précédent. C'est la naissance du Nikon. D'abord, il fallait un nom. Et quel nom? Le choix s'est porté sur Viagra, un vrai coup de génie marketing. Apparemment, ce serait la contraction de Vigor, la vigueur en latin, et de Niagara, comme les chutes, un symbole de puissance et de flux. Franchement, ce nom a encapsulé à la perfection la promesse du produit. Et cette promesse, elle s'est traduite par des chiffres juste astronomiques. Pour vous donner une idée, rien que pour l'année 2010, au sommet de sa gloire, les ventes du Viagra ont rapporté près de 2 milliards de dollars à Pfizer. C'est la définition même d'un blockbuster dans le monde pharmaceutique. Le Viagra n'a pas seulement créé un marché qui n'existait pas avant, il l'a complètement dominé pendant des années. Mais dans le monde des brevets, l'exclusivité a toujours une date de fin. Le 21 juin 2013, le brevet qui protégeait le Viagra a expiré en Europe. Cette date, c'est un tournant majeur, la fin du monopole de Pfizer et l'ouverture du marché à une concurrence féroce. C'est comme ça qu'on est entré dans l'ère des génériques. Le médicament original, celui qu'on appelle Princeps, c'est le Viagra de Pfizer. Après 2013, plein d'autres labos ont pu commercialiser leur propre version sous le nom de la molécule, le sildenafil. Et le plus drôle, c'est que pour ne pas perdre tout le marché, Pfizer a même lancé son propre générique, le sildenafil Pfizer, fabriqué sur le même site français que l'original. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, avec la fin du monopole et l'arrivée des génériques. Mais en fait, pas du tout. La molécule de sildenafil est beaucoup plus polyvalente que sa réputation ne laisse penser. Son action de vasodilatateur a trouvé des applications vraiment surprenantes. La liste de ses autres usages est assez étonnante. Il est approuvé officiellement pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie grave où la pression dans les artères des poumons est beaucoup trop élevée. Le sildenafil, en tant que vasodilatateur, aide à relaxer ces artères. Il est même utilisé en médecine militaire, parce qu'en améliorant le flux sanguin, il peut aider les pilotes à mieux supporter le manque d'oxygène en haute altitude. On le teste aussi pour les plongeurs, pour prévenir l'œdème pulmonaire, une accumulation de liquide très dangereuse. Et des recherches récentes suggèrent même un potentiel contre le cancer en modifiant l'afflux de sang vers les tumeurs. C'est fou de se dire qu'une seule molécule peut faire tout ça. Évidemment, un tel succès, ça a attiré la concurrence. D'autres laboratoires ont développé leurs propres inhibiteurs de la PDE5. C'est comme ça que sont apparus des concurrents, comme le Cialis, très connu pour sa durée d'action beaucoup plus longue, ce qui lui a valu le surnom de pilule du week-end, mais aussi le Levitra, ou plus récemment le Spedra. Chacun a essayé de se différencier, créant une compétition intense sur ce marché qui, on le rappelle, est né par accident. Et cette compétition ne s'est pas limitée à l'Occident, loin de là. Des pays comme l'Inde et la Chine, en voyant l'immense demande, ont développé leurs propres industries de génériques à une échelle massive. Des marques comme Camagra, produites par des labos indiens, sont devenues des leaders sur les marchés en Asie et en Afrique, offrant des alternatives bien moins chères et en redéfinissant complètement le paysage pharmaceutique mondial. Et c'est sur cette ouverture que se termine notre histoire. L'épopée du Viagra nous rappelle une leçon essentielle. En science, il faut des plans, de la rigueur, bien sûr, mais il faut aussi un peu de chance. Et surtout, un esprit ouvert à l'inattendu. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin. La prochaine grande découverte qui changera le monde, est-ce qu'elle sera le fruit d'un calcul savant ou d'un autre heureux hasard? Merci de nous avoir suivis.